Si c'est bon pour toi, je remets la scène. Ouais, pour moi, c'est bon. Si vous vous demandez pourquoi je Test demande humain, 15 tu fois à veux. chaque fois, c'est vraiment une question de respect des invités, des guests, parce que je pense que ce serait très désagréable d'un jour se dire vas-y je prépare quelque chose et de se rendre compte que son écran est streamé, donc je suis vraiment ultra tatillon avec ça. C'est tout bon, va falloir que tu zoomes ta police un certain nombre de fois, Ouais. mais du reste, nous sommes bons et je te sauvegarde un peu dans le passant en reprenant mon écran à moi. Est-ce que là, c'est bon? Quand je regarde dans le stream. Musique. Ouais, non, c'est nickel, c'est nickel. Tu peux avancer, on est bon. Ok. Donc, en fait, pour automatiser tout le déploiement, euh, on utilisait du CDKTF. Donc, CDKTF, moi, comme j'explique, c'est un override de Terraform. Donc, Terraform, ça nous permet de générer facilement de l'infra, que ce soit AWS, GCP, ou de configurer, par exemple, Cloudflare, des choses comme ça. Mais on peut faire du tout du OVH, des choses comme ça. Donc, Du ça Discord. nous permet du Comme Discord on aussi, a on a vu ça hier on soir. peut terraformer ses serveurs Discord. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des templates et déployer de l'infra en boucle. Donc, c'est super sympa par rapport à ça. Et surtout, quand tu déploies, après tu détruis, t'es sûr que t'as bien tout nettoyé, quoi. T'as pas oublié un morceau, ou même en faisant du clic-clic comme Luca faisait. C'est sympa, mais quand t'as 10 applications, à un moment, tu vas oublier. Surtout Et d'ailleurs, on qu'il y n'a a pas parlé tellement de pages. de misconfig. Ouais, c'est Tellement ça. de pages, Surtout il y a qu'il y a tellement forcément de une pages. page. Pour vous faire un petit peu l'histoire entière, quand même, moi je me suis amusé et j'ai toujours dit vas-y, je fais clic-clic et je nettoie. Je suis assez minutieux, je pense. Et à la fin, on s'est rendu compte que j'avais créé une trentaine de tunnels en faisant mes tests et qu'en fait, ils étaient encore là. Parce que juste tant qu'on ne sait pas l'impact qu'a un clic en termes de création de ressources et de sous-ressources et de sous-sous-sous-ressources, que ce soit AWS, SA, GCP, n'importe quoi, c'est infernal. Donc c'est vraiment, si vous allez sur du cloud, Terraform sinon rien. Sinon vous aurez du leftover et plein de trucs à nettoyer qui vous feront des coûts cachés. Bon, là du coup on paye pas, mais ça fait quand même des trucs moches qui restent présents. C'est ça. Et en plus, ça vous fait gagner du temps. Donc, vous avez un investissement à faire du Terraform au début. Effectivement, ça va aller moins vite que faire du clic-clic. Mais à la fin, vous avez déjà quelque chose que vous pourrez utiliser pour chaque pen test ou chaque fois que vous voulez lancer des scans en tant que bug hunter, des choses comme ça, quoi. Donc là, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place. Donc, l'infra qu'on a mis en place, elle est hébergée sur AWS et elle est configurée pour accéder à tout à travers Cloudflare. Donc, aujourd'hui, on a fait du CDKTF, ce qui permet d'override du Terraform. Parce que le Terraform, c'est un langage propre à HashiCorp qu'ils ont créé. Et donc, il est sympa quand tu fais un truc simple, mais après, dès que tu veux faire des boucles, des choses comme ça, tu commences à te tirer les cheveux. Et Un en plaisir. fait, c'est pas très accessible aux devs. Et donc, ils avaient un problème, c'est que les communautés dev faisaient pas du Terraform. Donc, c'était que les SRE et les DevOps. Et donc, tu avais toujours la guerre entre les deux. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis du CDKTF. Donc, tu peux le faire en Python, JS, en Go, en Java, en C#, je crois. Et après, je crois que c'est tout. Tout ça Java, donc ça inclut Kotlin au passage. Ouais, voilà. Mais moi, j'en ai déjà fait en Python et en JS. Je préfère le Python. Je me demande vraiment l'intérêt que ça peut avoir, outre avoir toute sa stack technologique dans un seul langage, ce qui peut être un avantage pour les revues de code et tout. De base, il me semble que ça génère du JS à la fin qui lui va gérer l'infra. En tout cas, la polyglotte de base, à ma connaissance, elle est faite en JS. Mais à la fin, ça génère JSON. oui, mais de base, t'as quand même, si tu fais ton Python... Ah, tu penses que c'est le Python qui gère JSON directement ? Il n'y a pas une petite couche de JS ou TS intermédiaire Je pense que le JS exécute du Python pour générer le JSON à la fin et tout ça. Mais je suis pas rentré dedans, je suis pas des creusets. Le Python exec du JS ? L'inverse. Ah ouais ? Je sais pas. Ouais, ok. Ouais, je pense que c'est... Je pense pas que c'est des KTF sur JS et ça sera, ouais. T'as toute la lib quand même, t'as tout le code. Là, je peux pas parce que j'ai ouvert le VS Code un peu trop haut par rapport au truc pour aller voir directement. Mais bon, on en parlera. Anyway, c'est pas. Et donc. Attends, on en profite, on a un autre collègue dans le chat qui vient flex. Welcome. Flex apprécié. C'est la techno JSII qui permet des technos d'interagir avec le moteur JS. Donc c'est bien ça, c'est bien un moteur JS in fine. C'est juste que tu as ton Python ou Golang ou ce que tu veux qui va interagir avec le moteur JS qui lui-même va générer l'objet JSON final. Quite sure. D'où le fait que je t'ai embêté pendant longtemps en disant fais du JS, mais je comprends que si on aime bien faire du Python, ça sert à rien. Ouais, c'est le fait. Ils l'ont fait en vrai. En vrai, tu utilises les features qu'ils ont développées, à savoir le fait que ce soit polyglotte.
Oui, oui, c'est ça. Et en fait, si C'est fou, hein. tu sais faire du Python, autant rester dans le Python plutôt qu'apprendre à faire du TypeScript, parce qu'il n'y a pas du JS, c'est du TypeScript. Et donc, Ça chipote. ouais, voilà, ça chipote. Donc, bref. Donc là, on va déployer, bon, pour déployer l'infra sur AWS, on crée un VPC, donc tout ce qui est ressources network. Go faire les Et pour acronymes au passage. ça, Virtual Private Cloud, on fait une grosse boîte qui va contenir tout le reste, histoire qu'on évite d'avoir des trucs exposés direct sur Internet. Là, on n'aura que des composants internes. c'est exactement ça. Donc là, pour ça, j'ai aussi utilisé un module, parce que, en fait, cette ligne de code là, ça me paraît gros, moi, chez moi. Cette ligne de code là, Ouais. si on le fait directement avec les objets Terraform pour faire du VPC, bah, au lieu de faire allez, quoi, une trentaine de lignes, une quarantaine, on aurait dû faire une centaine. Donc ça nous permet déjà de gagner beaucoup de temps. Et c'est un subnet, enfin c'est des modules qui existent depuis des années, que moi j'utilise, et que ils sont mis à jour fréquemment, donc ils sont généralement mis à jour plus souvent que votre code, donc ça permet Qui sont de officiels. toujours avoir la dernière. Et qui sont Qui officiels, usagent. ils sont faits par Chicorp. Ouais. Mhm. Donc ici, on va créer en fait, donc on s'authentifie avec le profil AWS. On va pas rentrer dedans, mais enfin, dans la console, tapez AWS configure, mettez vos credentials, secret key Access Key. et la key et la access key exactement. Pour faire du Terraform, ce qui est intéressant, c'est que lui il va garder des états. Dans ce que nous, on va les mettre dans un bucket S3 pour garder des états, c'est-à-dire que comme ça, Terraform pourra voir ce qui a été fait avant et comparer, savoir ce qu'il va détruire ou ce qu'il va créer de nouveau. Ou il pourra aussi vous dire, par exemple, quelqu'un a modifié la ressource et donc ce que tu veux écraser. Donc c'est très intéressant pour, par exemple, quelqu'un arrive et modifie un security group, il ajoute son IP, bah toi tu dis, bah non, tu n'ajoutes pas ton IP et tu réécrases. Tu peux faire des diffs, des choses comme ça. C'est ça. Ça Ça peut permet aider un aussi petit peu. d'avoir du coup une modif manuelle de temps en temps pour des cas d'extrême urgence et de revenir à la mainline au prochain apply. Ça permet d'avoir ce genre de trucs-là. Et quand même là, on a notre dev state qui est en remote pour pas que ce soit en local, justement pour qu'on puisse travailler à plusieurs sur un projet. Il faut que le state soit accessible des différents développeurs. C'est exactement ça. Il y a aussi une dynamo qu'on peut mettre en place pour éviter que plusieurs personnes déploient en même temps la même ressource. Ouais. Mais là, Trop pour Terraform ce cas-là, spécifique. j'ai pas déployé. Donc là, on a le module VPC. Donc on spécifie le nom, le réseau qu'on veut utiliser, les zones, les régions qu'on veut, enfin, les ability zones, pardon, qu'on veut mettre. Donc là, on a pris les trois. Et dedans, on crée des subnets. Donc on a plusieurs subnets qu'on peut créer. Là, j'ai mis l'exemple, j'en ai créé des publics, des choses comme ça, même si on les utilise pas. Mais par exemple, les publics, ça sert à, si tu veux mettre une EC2 avec une IP publique, bah, tu le mets dans un public subnet. Et tout ce qui est privé, c'est par exemple tes machines, tu veux pas qu'elles soient accessibles depuis l'internet. En tout cas, directement. Donc de base, normalement, tu fais ça sur AWS, tu mets un load balancer pour accéder à tes private subnets qui vont aller sur tes EC2 et les exposer. Donc pareil, là-dedans, j'ai activé du Elastic Subnet, et ça c'est pour du Redis, des choses comme ça. Database, c'est pour du RDS, et voilà. Terraform Output, c'est pour avoir des variables en fait qui vont me les écrire dans le backend, dans le remote state, que pour pouvoir aller m'en servir après, aller chercher. C'est un print de luxe. Ça print, mais ça print aussi dans le dur. C'est ça. C'est exactement ça. Tac. Voilà, on peut passer directement au gros, à EKS. Alors, notre déploiement d'EKS. Pareil, hein, pas question de simplicité, j'ai pris le module EKS qui est fourni directement, qui permet très vite de déployer une infra. Donc un cube managé par AWS. Donc vous n'avez quasiment rien à vous occuper à part dire les machines que vous voulez qui pop, du auto-scaling, et après dire que c'est vous qui allez gérer votre cube avec kubectl et toutes ces configurations-là. Le fameux chacun s'occupe de son cube et les moutons seront bien gardés. C'est exactement ça. Donc là, on a deux choses. On reprend le S3 backend donc pour stocker les states, les TF states de EKS. Mais vu qu'on a besoin aussi d'aller chercher les informations du VPC qu'on vient de créer avant, on va aller les lire avec un remote state S3. Donc c'est-à-dire on va pouvoir les lire ce genre de ressources. Donc ça c'est le module EKS, donc on donne pas mal d'informations. Donc surtout le type de machine qu'on veut mettre. Les subnet ID, donc là on met sur du private, donc c'est-à-dire nos nodes ils sont pas accessibles depuis l'extérieur. L'API Cube, elle est accessible, mais à travers AWS, donc une entente AWS, tout ça. Okay, que d'ailleurs on peut. On aurait
des vrais problèmes si le fait que ça se soit Ouais, exposé. ouais, c'est pas, ouais, Encore que l'API IQ, il y a moyen de mettre un système de whitelisting d'IP ou de. Bon, mais si t'as pas de whitelisting d'IP, t'as du MFA. Bon. En fait, on pourrait aussi faire que tu accèdes à travers du Cloudflare à zéro trust aussi en boutant un pod à l'intérieur qui va lire et te faire sortir comme ça en fait. Ouais, il y a moyen. Ouais, tu peux le faire comme ça en fait. Tu whitelistes Mais que bon. une IP privée interne. Il n'est pas routé sur Internet, mais tu Ouais. Ouais. Pour des accès en web, oui. Pour des accès en API, tu ferais quoi? Tu ferais du Cloudflare Access qui réutilise ta session avec son. Ouais, ça marche. En fait, quand tu actives le WARP, donc l'application, directement tout ton réseau il fait un tunnel vers Cloudflare. Et donc, tu n'as plus besoin de passer tes accès, ni de token, ni quoi que ce soit pour tes API. Mais là, tu spoil un épisode futur. Pour l'instant, on a dit qu'on touchait pas à WARP. Non, c'est du teasing. J'ai pas dit comment ça marche. Ça marche. Bon, j'ai mis de l'ARM parce que ça coûte moins cher. À la demande. Comment t'es pas dans le fruitier AWS? Merde. Sur le fruitier AWS, GCP. Avec un cube, c'est compliqué. Peut-être Missufion pourra nous aider, mais... C'est ça. Faut voir les coups. C'est ça. La private joke qui va trop loin. C'est ça, faut voir les coups. On va appeler Fabien. On aurait pu faire du spot, mais un peu la flemme que la machine se fasse éteindre ou des choses comme ça. Ouais, on live. En fait, le spot, c'est super sympa chez AWS, c'est que, par exemple, vous avez un prix, la on-demand, elle est à 1€, et la spot, vous allez payer 60% moins cher. Parce que c'est des machines qui ne sont pas utilisées, donc au lieu qu'elles ne soient pas utilisées, vous allez pouvoir les prendre. Mais si quelqu'un les demande, ils vont vous prévenir qu'elles vont tomber. Et là, vous pouvez, en fait, il y a une espèce de marchandise. Tu veux dire, non, en fait, je suis prêt à payer le prix à la demande pour garder ma machine, quoi. Donc bon, c'est une configuration, c'est assez sympa. Ceux qui aiment bien jouer avec la finance, ça marche assez bien. Il y a un système de trading, t'imagines, où tu te débrouilles pour optimiser toi la sous-log de machines que tu vas sous-louer à peine plus cher, mais tu fais le pari d'arriver à les rentabiliser plus que le prix que tu empruntes en quelque sorte. Il y aurait moyen de faire des espèces de trading de location de compute AWS, ce serait super drôle. Ouais, je sais pas si c'est rentable. À l'échelle, oui. Si tu fais ça sur deux machines, non, mais à l'échelle, on peut se faire de l'argent. Ouais, je pense que tu peux perdre beaucoup d'argent là-dedans, mais bon. Bref. Des add-ons, donc des add-ons cube, Core DNS, VPC CNI, ça c'est pour avoir des IP, tout ça, et kubeproty, donc c'est vraiment tout ce qui fait tourner un cluster cube. Donc c'est géré directement par EKS, on lui dit ce qu'on a besoin. On pourrait dire qu'on veut pas et nous-mêmes installer nos propres add-ons à nous. Donc moi j'ai laissé par défaut. Et donc comme pareil, des Terraform output, des variables pour mieux s'en sortir derrière. Si on a besoin, parce que par exemple, quand tu crées ton cube, il te crée un security group à lui, et dans ce security group là, il faut que tu lui donnes le droit côté RDS de dire que le cube a le droit de venir lire ma base de données, des choses comme ça. Ouais. Parce que quand tu crées le KS, en fait, il va créer lui-même un security group, des choses comme ça, donc il faut que tu puisses le... On parle de droit d'accéder côté réseau, on parle pas encore de droit network. IAM ou autre. IAM, non, pas encore. Ça, on pourrait, aujourd'hui, les bases RDS, tu peux accéder en IAM. C'est génial. Avoir un nom de domaine, histoire que ce soit adressé et qu'on sache à qui on peut parler, et derrière que ça arrive à trouver une fois qu'on résout non vérifié. C'est exactement ça. Et voilà, et donc, je sais pas si j'ai pas lu s'il y avait des questions, je lis pas le chat. Non, assez peu finalement. Ça papote un petit peu à Coquelicot avec. Vadrine Herigreen. Je sais vraiment pas lire, c'est terrible. Non. Il peut nous dire comment on prononce son pseudo. C'est calme. Dites-nous des mots doux, dites-nous des choses. Des mots doux. C'est vrai, je vais t'écrire des mots doux. Celui-là, les moches. On a l'air smart. T'as fait un pip install en local pour avoir l'autocomplétion ou peut-être juste sélectionner le bon interpréteur? Ouais. Tac. C'était celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Nice. Bon. Vachement plus joli. Ça. Donc, là, on part sur la partie qui nous intéresse sur le stream. Donc, l'autre, tout ce code-là, comme je disais, il y a
il est déjà sur Internet, on peut le faire. La doc, c'est assez simple. Et si vous avez déjà fait du Terraform, bah ça c'est facile. Vous pouvez demander à M. Fillon. Mais la partie qui nous intéresse, nous, c'est plutôt d'ici de venir configurer notre stack Cloudflare. Donc pour ça, on a besoin d'un API token qu'on génère sur l'interface Cloudflare, la zone ID qui nous a montré local tout à l'heure, où l'hyper c'était les credentials de l'API. Il y a un secret, en fait, le secret c'est pour créer le tunnel. Donc ils ont besoin d'un secret pour créer ton tunnel. Donc généralement la bonne pratique. C'est le JWT qu'on a utilisé en faisant l'installation du tunnel. Enfin, quand on rattache notre machine à Cloudflare, c'est le JWT qu'on nous donne. D'ailleurs, il se renew. Ça, c'est pour la création. C'est toi qui le renew. C'est pour la création, en fait, en termes quand tu viens en dashboard, tu as plein de choses qui sont simplifiées. Et c'est ce que je vais montrer là, qu'en fait, il y a beaucoup de choses que nous, on doit faire en code parce qu'elles ne sont pas simplifiées comme dans le dashboard. Et par exemple, quand tu crées un tunnel, normalement, tu dois donner un secret qui n'est pas celui. C'est pas ton token, en fait, derrière. Le output n'est pas le même. Donc. Est-ce que là, tu as fait un manuel avec du pur Cloudflare SDKTF ou tu as utilisé aussi un système de modules avec des composants préfaits? Non, là, j'ai fait en pur manuel parce qu'il n'y a pas besoin. Et Cloudflare, Terraform, c'est un peu nous, en mano qu'on l'a poussé côté Cloudflare parce qu'on leur fait beaucoup de feedback, on les a aidés. Et donc, c'est pas assez développé la communauté. Terraform côté Cloudflare. Donc, il y a pas vraiment, ils n'ont pas encore vraiment fait un module en mode. Ça, c'est après, le truc, déploiement, les composants, tout ça. Ils sont assez atomiques, donc c'est clairement pas dérangeant. En tout cas, ça se voit au code, c'est assez minimaliste, ça fait le taf. Quoi. Ouais, c'est assez simple et tout ça. C'est assez simple, donc bon. Donc, AWS Provider, on se log sur AWS pour aller mettre tous les state, f-state dans le bucket Looker Press State, comme d'habitude, on n'a pas changé. C'est juste qu'on rajoute un Cloud Provider, un Cloudflare Provider, pardon, avec le API token. Et après, donc là, j'avais voulu faire, donc j'ai pas effacé. La bonne pratique, c'est que tous ces tokens-là, en fait, vous allez les stocker dans un Vault ou un Secret Manager d'AWS pour aller les chercher et les mettre en place pour déployer votre infra, parce que votre infra, tout ça, là, on le fait sur ma machine, mais normalement, vous mettez dans une CI, que ce soit sur GitHub, GitLab. Je sais pas si Bitbucket existe encore. Comme, si. Ça existe? Ok. Existe, je sais pas, subsiste, oui. non, je pense qu'ils font leur... Et donc, ça permet d'aller chercher les secrets que je voulais mettre dans les applications directement. On passe directement à la partie application qui nous intéresse. Donc là, à cette application, c'est la première partie que Luca avait créée, donc pour son SRV, où il a mis, donc il avait créé l'application tout simplement. Donc ça, c'est le code SDKTF pour créer une application. Donc, vous voyez, c'est 6 lignes à tout casser avec le domaine qu'on veut mettre. Donc là, on va déployer un HTTP bin. Pareil, on crée l'application, c'est end-to-end, parce qu'on va déployer un end-to-end. Donc, et ça encore, j'ai fait du code assez, bête et méchant. C'est-à-dire, on aurait pu l'optimiser. T'as pas essayé de factoriser ou de... Non, c'est ça. J'ai pas sorti forcément tout le truc que nous on a chez nous quand on travaille pour des clients qui nous demandent de faire des choses où en fait le client il remplit simplement un YAML et ça lui crée toutes les applications qu'il lui veut. Parce que quand on veut créer 2, tu le fais comme ça. Quand tu veux en créer 100, ouais, c'est ça. Tu fais pas ça. C'est sympa d'avoir le côté descriptif où là on voit bien qu'on a 2 applis, donc on a 2 gros blocs de code. Par contre, bon, si on a 100, c'est tellement plus lisible qu'il faut vraiment le faire. Mais là, ça reste c'est exactement ça, sympa à lire. Et donc là, on crée les access policy. Donc toi, tout à l'heure, tu as écrit juste avec ton mail. Moi, j'en crée 2. Je mets mon mail et ton mail à toi. Donc je fais un include. En fait, je crée un objet include et que je vais attacher à un access policy. Ça, ce que j'ai mis, c'est le device posture. On aurait pu obliger que la personne ait Warp d'installer. Et dedans, on aurait pu, par exemple, on peut obliger que la personne ait son disque dur chiffré, que son browser, il est telle version, au-dessus de telle version. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire si on veut vraiment cloisonner la chose d'un pays, d'une IP. Pour accéder à notre appli, prouve que tu as fait le taf pour sécuriser ta machine. C'est vraiment histoire de forcer le end-user à avoir un niveau de sécu un peu décent ou d'être assez bon pour bypasser les checks. Sait-on jamais.
T'as tout ça. Et même, tu vois, quand tu es un pen tester, machin, enfin, je sais que des fois, il y a des clients qui nous demandent que nos machines soient bien sécurisées, des choses comme ça, tu vois. Parce que des fois, on veut aller hacker, des choses comme ça, mais comme tu disais, on met des HTTP exposés comme ça avec des données clients. Ça En permet de clé, on vérifier que fait. ton pentester ne devienne pas le vecteur d'entrée de ton entreprise 2 ans plus tard en se faisant hacker parce Bah, qu'il avait des trucs nuls. ça serait dommage, quoi. Ce serait fâcheux. Donc là, j'ai. Ça serait- Donc là, j'ai pas mis de device posture, mais bon, on aurait pu le mettre. Et donc là, je mets que l'include que que les deux adresses mail que nous on a besoin pour y accéder. Et Donc, ça aurait donc, pu je être fais tous les pareil pour groupes l'application. directement. Euh, ouais, j'aurais pu prendre l'ID du groupe. Donc, ce qui se passe, c'est soit tu crées les groupes à la main et tu récupères l'ID, et donc tu as une liste ID et tu les rajoutes, soit tu crées les groupes aussi directement en CDKTF, que j'aurais pu faire. Là, on passe par la partie tunnel, ce qui est intéressant. Donc, c'est la deuxième partie que tu as fait. Et donc, c'est là où vient le secret. Et en fait, voilà, Compte ID, il n'y a pas à en avoir peur. De toute façon, on peut rien y faire avec. Et donc, ça, c'est la création de tunnel et ça, c'est la configuration. Comment pouvoir, c'est très simple. Je sais pas quoi te expliquer là-dedans. Pour moi, dans ce qui C'est, compte, donc là on plaque bien sur le bon account, sur le bon tunnel. En revanche, les lignes 136 et 140, faut quand même savoir que le hostname qui est utilisé, qui est pas un FQDN entier, c'est CoreDNS qui le gère celui-là, qui lui répond. Ah oui, pardon, oui. Effectivement, vu que Du c'est dans détail, un mais bon. cube, j'étais resté dans ton exemple à toi. Non, vu que c'est du cube, dans le cube, quand on déploie des applications, on déploie aussi un service. Par exemple, HTTP, on va le déployer avec un service qui s'appelle HTTP et qui écoute sur le port 8000, que lui, il va renvoyer vers le bon pod pour qu'il écoute et délivrer la réponse. Pareil pour N-Tutel, il a un service qui s'appelle N-Tutel qui écoute sur le port 5, 6, 7, 8 et qui va faire le forward de la requête. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce genre de nom et c'est beaucoup plus simple aussi à se retrouver quand tu es en train de relire la conf, voir si t'as pas fait, si t'es pas trompé quoi, N-Tutel avec N-Tutel, HTTP bin, HTTP bin. Je vous déconseille de mettre SRV1, SRV2 parce que vous allez Ça va être douloureux, vite. Ouais, le débugage, très vite, tu vois pas le 1 et le 2 qui a switché et tu passes 2 heures et tu comprends pas pourquoi ça marche pas et Le voilà. petit copier-coller Et à des la fin, enfers. c'est ça, si ça marche pas, on envoie une statut 404. Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que là, en ingress rule, on donne une adresse de service. Ce qui veut dire que si on a plusieurs NITN, on va envoyer sur l'un, puis l'autre, puis l'autre. C'est déjà load balancé au niveau du routage interne cube. Donc en fait, on a du load balancing par défaut, il faut juste avoir un ingress un peu solide pour pouvoir tenir la charge. Potentiellement un Cloudflare devant pour éviter de se faire l'os. Mais bon, C'est exactement ça ça. viendra dans un prochain sujet. Et ouais, clairement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on a mis un service côté Cube pour faire le load balancer, mais parce qu'on a pris la décision de déployer la solution Cloudflare dans un pod, mais on aurait pu faire le choix de mettre le tunnel Cloudflare dans chaque application N-Tutel et HTTP bin. Parce que Cloudflare, de base, dans ces tunnels, il fait déjà du load balancing. Parce qu'en fait, avec le même ID tunnel, tu peux en booter 10, le même. Et donc, la requête va aller dans 1, dans 2, dans 3, dans 4, ainsi de suite. Donc, il va les balancer comme un load balancer et c'est l'application de gérer les requêtes. Et donc, en gros, avec les tunnels, t'as plus besoin de load balancing. Donc, ça fait des économies dans certains providers. Et c'est super intéressant. Pour vous, que vous allez pas mettre du load balancer pour des applications. C'est-à-dire que tu veux pas déployer un cube parce que c'est quand même assez lourd comme charge et tout. Avec ton tunnel, il peut faire lui-même du load balancing automatiquement si tu le bootes dans chaque application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un tunnel, j'ai relié ma machine à un tunnel, j'ai relié ma machine à Cloudflare. Non, dans mon réseau regarde, interne, j'ai 2 autres machines. J'ai fait mes 2 hostnames sur 168.1 et l'autre en point 2. Et le tunnel, quand il se mange des requêtes, va automatiquement passer par ma machine et l'envoyer à l'un ou à l'autre. En fait, c'est plutôt, tu vois, en faisant simple, tu as un Docker Compose et tu bootes 2 HTTP bin. Donc, tu as 2 conteneurs qui bootent. Donc, c'est la même chose. Et là, tu as un troisième conteneur qui va renvoyer sur l'un ou sur l'autre, mais via le même tunnel qui... Non, en fait, tu booterais Cloudflare dans les 2 conteneurs. Et donc, ton tunnel, tu aurais 2 tunnels qui vont arriver, un dans chaque conteneur. Et en fait, Cloudflare, lui, va faire du load balancer au niveau de chez lui. Genre, si on a un pod qui arrive à parler aux 2 autres parce qu'il est dans le même Docker Compose, donc dans le même sous-réseau,
il peut accéder aux 2 domaines, et juste si pour le même tunnel, on crée 2 hostnames. Tiens, là, quand on a Non, parce qu'en fait, on a créé un tunnel SRV et un tunnel SSH. On peut pas créer un tunnel SRV, mais pour ce SRV, mettre 2 IP, 2 trucs de sortie. ouais, mais parce que t'avais qu'une seule application derrière. T'en avais pas 5 qui étaient exposés. T'avais pas du réplica, tu vois. Ouais. Je parle pour le réplica. Bon, on s'est enfoncé dans quelque chose. Ouais, on s'est enfoncé dans quelque chose. Et donc, cette partie-là, donc ça, c'est ce que tu as fait kill-kick. Et ça a fonctionné. Et le clic que tu as fait, tous les clics que tu as fait, par exemple, quand tu faisais ça, sur ton serveur, pour mettre sur ton serveur local, en CDKTF, c'est pas fait automatiquement. Si je déploie ça, j'ai les records qui sont pas faits. Les records que tu montrais au début. Enfin, à la fin. Et donc, ces records-là, c'est toi qui dois les faire avec ton CDKTF, c'est-à-dire que tu prends le tunnel ID que tu as créé et tu le rajoutes donc tu fais un CNAME avec le domaine que tu veux et que la value, c'est le tunnel ID plus safe argo tunnel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein d'ID.safeargotunnel.com qui pointent vers plein de choses magnifiques. Et retenez cette information-là parce que ça peut être intéressant à un moment. C'est une misconfig. C'est l'une des 2 misconfig qu'on présente ce soir, et clairement faire de l'enum sur les CFRgo, ça peut... Voilà, choper le nom d'entreprise que vous aimez bien et regarder ce qu'il y a sous CFRgo Tunnel, quoi. Petit coup de Chaos Project Discovery, récupérer des subdomaines, voilà. Est-ce que, du coup, les CFRgo Tunnel, les subdomaines qu'on request, sont censés être uniques? Ouais, l'AppID, là, il est censé être unique, oui. Tunnel AppID. Ouais, c'est un ID, et du coup, vu que c'est un ID, c'est choix brute force. Mais si une boîte qui aurait mis son ID... Attends, je suis... Elle a leaké ou un truc comme ça. On a http.bin c'est un CNAME après. vers notre... Ouais, c'est ça. Vers notre ID. C'est un CNAME. Donc, il faudrait trouver des CNAME... Enfin, il faudrait trouver des AppID qui auraient été, par exemple, publiés sur GitHub par inadvertance, et derrière, aller demander de taper ces CNAME en pointant sur les IP des CFRgo Tunnel pour voir ce qui se passe. Il y a plein de petits misconfig qui peuvent être exploités. Je pense que j'avais regardé le truc de bug bounty de Cloudflare, il y a pas mal de choses qui sont remontées. Et je pense que sur les tunnels, vu que c'est assez nouveau chez eux, et les gens n'ont pas beaucoup exploré. Après, je connais pas le programme Cloudflare, s'ils sont sympas ou pas en bounty. Quelqu'un a un feedback dans le chat. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir de CNAME? Je ne sais pas. Pour moi, non. C'est nécessaire. C'est comme ça qu'on différencie qui vient vers eux. Enfin, vers quelle appli on va router. En fait, ouais, c'est ça. Le CNAME, c'est parce que tu veux faire ton application qui soit en public. Tu peux avoir du privé, une IP privée ou du DNS privé en interne, en fait. Donc, tu n'auras pas de CNAME forcément envoyé. Mais ça veut dire, dans la conf du Zero Trust, il faudra que tu gères un DNS privé. Ouais. Il dit ça doit bien pointer vers des IP. Oui, ça pointe vers des IP, mais en fait, quand tu arrives sur le CFRgo Tunnel, si t'as pas un hostname, Cloudflare, même s'ils ont des IP derrière, ils sauront pas vers quel sous-service en interne te rediriger. Ils auront pas l'info. Faut voir ça un peu comme... j'espère que ça va te parler. Kong, on peut faire du routing TCP, mais pour pouvoir prendre plusieurs domaines en entrée, donc sur la même IP publique pour en avoir une seule, et les rebalancer en interne, on ne saurait pas vers quoi router, parce qu'on a une IP import, et si on n'a pas l'information du domaine en plus, on ne sait pas vers quoi faire le forward en upstream, en interne. Et je pense que Cloudflare, lui, il fait... Cloudflare d'utiliser la clé quand même name et tunnel ID pour pouvoir... t'arrives à juste avec un tunnel ID, pas forcément le name, pas le domaine. Je pense qu'il va t'envoyer chier facilement, quoi. À tester. C'est des choses que j'ai pas eu encore le temps de tester. En vrai, si tu as des idées de edge case, go en tester un maximum, mais en effet, une boîte comme ça, c'est sûr qu'il y a du bug bounty derrière, et donc il y a des choses à faire, et à supposer... Bon, c'est sûr qu'ils en ont, mais à supposer qu'ils en aient pas, c'est sûr que les clients utilisent du Cloudflare et qu'il y a moyen de le taper, donc... Oui. Tu tapes la boîte mail ou tu tapes le client... Règles, machin, du bug bounty, machin et tout. On reste éthical, comme on dit chez nous. Évidemment. Et donc après, on crée ça, et quand ça c'est créé, on a toute
Ces deux applications-là qu'ils ont créées. Zoom un poil, s'il te plaît. Ouais. C'est mieux là? Encore un cran et on est bon. Une fois Ouais, de plus, si vous êtes sur PC et que vous dites que j'abuse, rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont en tablette voire portable, environ 20-25%. Donc on pense à eux et leurs yeux. Donc là, la petite typo avec le N à la fin qui est en minuscule. Tac. Pourquoi on fait du Terraform? Ah oui, pour éviter les typos. Ah bien. Bien. Ah super. On fait comme ça C'est alors. ça. Donc on a le halo, donc tu vois, on a nos deux règles. Je peux pas rentrer dedans, forcément. Là, pareil. Voilà, tout ce que tu as fait, mais simplement en Terraform, quoi. Donc l'autre partie qui nous intéresse, c'est la partie tunnel, qui est celle-ci. J'ai l'impression que j'ai mis dimanche, elle est déjà dépassée, quoi. Public host name, et donc là, j'ai déployé dimanche, et ma version Club Ferdi, ils ont déjà fait une mise à jour. Ouais, pareil, j'ai été surpris. Je me suis fait toper. C'est ça. Et donc là, les domaines publics, et donc on peut mettre du privé aussi. Mais c'est une configuration un peu plus complète que j'ai pas traité là, que je vais pas traiter comme ça en live. Parce qu'il faut se poser, il faut faire des maths, bien gérer des trucs à droite à gauche. Bon, c'est plutôt les sous-réseaux, il faut pas se craquer, mais... Ouais, c'est sous réseau, chez toi aussi, pour pas d'être sûr de pas péter, mettre les mots dans le domaine, parce que si tu fais que par IP, bon, à un moment c'est chiant, quoi. Si tu fais que quoi? J'ai pas compris. Que par IP. Si tu déploies tu mets que des IP, tu veux te connecter à ton bastion, ou ça va rotate parce que c'est des pods et que c'est là pour se faire supprimer et être consommable et du coup tout va. Ouais, si t'as pas de NS en interne, c'est mort. Dead it is. Tac. Donc ça, on voit bien là? Ouais, nickel. Attends, ce que je vais faire ça en attendant à côté que ça boot. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive côté cube. Donc notre cube est booté. Donc je vais arriver avec mon cube. J'arrive. Donc le temps qu'il explique ça, on va plus manipuler donc du CDKTF pour déployer notre infra. En revanche, on va appliquer des manifestes pour dire on aimerait déployer tel type de ressources au sein de Cube. Donc là, vraiment, on lâche le côté parler aux API des cloud providers pour parler uniquement à l'API de Cube et lui dire s'il te plaît, prends ce YAML et fais la magie. Avec le petit canine, incroyable. C'est ça. On voit bien là ou pas? Ouais. Là, c'est bien? C'est nickel. Et donc, en fait, on va déployer ces deux pods là avec cette conf là. Donc, c'est du YAML, c'est pour faire du cube. C'est un manifeste pour déployer du cube. Donc, le token, il y a un morceau de token, mais il est pas complet. Pas complet? Non, il est pas complet, c'est bon. J'ai eu peur. Donc, c'est très simple. Je vais pas rentrer en détail. Si on fait un déploiement avec du pod, de l'image Cloudflare, donc c'est celle-ci qui vient de mettre à jour, donc il faudra que je la mette à jour. Comme un argument, je lui donne que je veux lancer un tunnel. Je lui dis que je veux pas qu'il se auto-update pour des versions. Il vaut mieux contrôler toujours la version, surtout quand des tunnels, t'as ta prod qui tombe, c'est dommage. Il lit ses métriques. Dans ça, il faudra faire du hardening parce qu'on l'expose directement sur tout le pod, mais on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus clean derrière. Et ça, c'est l'espère. Ça, c'est Luca qui, si voudra en toucher deux mots, il pourra. Ce que ça implique actuellement, c'est que si quelqu'un arrive à avoir une SSRF sur votre cluster ou à avoir, juste quelqu'un qui est connecté en interne, pour l'instant, il n'y a pas d'autante et c'est exposé sur l'IP public du pod. Le pod, il est exposé, ça dépend des conf cubes, mais du coup, ça veut dire que n'importe qui en interne peut commencer à parler aux métriques. Une métrique, on s'en fout. Il y a plein de choses, on s'en fout pas. Donc, dès que vous voyez passer un 0000 sur la conf interne, commencez à vous dire, est-ce que vraiment ça a besoin d'être exposé, cette chose-là? Parce que souvent, la petite RCE, elle est pas très très loin. Oh, mais Mr. Zor, c'est validé le token dans les args ou... Merci. Parlons des failles à corriger en interne et on rediscute de nos failles fictives en externe, ok? En fait, la bonne pratique, c'est d'aller chercher dans un Vault ou dans un secret manager, pareil.
Mais bon, je veux dire, j'ai un peu la flemme de tout booter en place, mettre ça en place directement. Et donc, bah, j'ai posé à moitié le token pour expliquer aussi la commande. Mais oui, effectivement, ça, on va le chercher. Un cube secret moyen chaud, quoi, mais bon, C'est un ça se POC, on est débat. là pour montrer ça, et on a bien vu qu'on pouvait gérer le Oui, secret via du AWS, du KMS, du Vault, mais pour un POC, un stream de 1h30, 2 heures, on ne va pas monter un Vault. Je connais quelqu'un de très bien qui est déjà c'est en train de ça. monter un Vault. Ça se passe Qui est en bien. train de travailler dessus. Je crois qu'il est en PLS. Je pense pas qu'il va rester jusqu'à la fin, lui. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Et donc, on lui dit de booter un tunnel avec la commande run pour simplifier, avec un argument token. Donc, c'est exactement ce que Luca il a tapé comme commande quand il a fait le copier-coller sur sa machine. Et après, il y a la mise cross pour savoir est-ce que le pod est avant de se faire kill, tout ça. Donc, il dit sur le port, le chemin ready, sur le port 2000, et voilà. Et donc ça nous déploie gentiment. Ça nous déploie gentiment ces deux pods-là, donc ça fait deux tunnels en fait. Dans le côté Cloudflare, ça, on n'en a pas qu'un seul, mais on en a deux. Et c'est super intéressant parce que bah, s'il y en a un qui tombe, t'as l'autre qui est toujours là pour continuer. Donc c'est une bonne pratique de pas en déployer qu'un. Après, si vous êtes vraiment en mode short ressources, t'en déploies qu'un seul. On avait commencé à discuter de ça un petit peu avant le stream pour voir ce qui était le plus optimal. Et la conclusion, vous en doutez, c'est que il n'y a pas d'optimal. C'est tout est trade-off. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une redondance maximum? Est-ce que vous avez des soucis de coût et du coup vous voulez avoir un tunnel qui va servir à l'intégralité des applis, mais si ça tombe, il va falloir être sacrément vif pour en re-up un et espérer que que vous puissiez le re-up parce que vous n'avez pas par exemple l'API Cube qui en dépend. Donc globalement, essayer d'en avoir deux, essayer d'en avoir trois, essayer de faire en sorte au moins d'avoir des systèmes de backup ou de pouvoir modifier quelque chose à la main pour le jour où il y a au hasard un incident du dashboard ou d'autres choses. Bon, ça reste opérationnel, vous avez compris l'idée. Hein. C'est soit il y a de la simplicité, soit il y a de la robustesse, soit il y a on peut faire du spaghetti aussi. Bah, ça, On peut perdre à tous les tableaux. On peut pas gagner à tous, mais on peut perdre à tous les tableaux. c'est ça. C'est par exemple, s'il tombe et que vos SRE ne peuvent plus accéder à l'infra, bah oui, c'est critique, donc autant en mettre deux, voire trois, histoire d'être sûr que vous n'avez pas ce problème-là et que tu n'auras pas un SRE dire, je peux pas travailler ce matin, je peux plus accéder au SSH à ma machine, quoi, tu vois. Pareil, hein, si votre SRE il tombe et qu'il ne peut plus administrer l'infrastructure, c'est pour ça que vous prenez deux SRE, voire trois, pour pouvoir les remplacer en cas de problème. Ça marchait tellement bien avec la phrase. C'est pas même pris, je crois. Bon, au final, la sécu, elle tombe. Il n'y a pas d'impact. Donc tu la redondes pas, finalement. Pas d'impact. Bah oui. Ah putain, ces blagues, elles donc, sont si méta, c'est terrible. Ouais. Tac, attends, est-ce que je vais en prendre ici, parce que, ça, si je reviens ici, normalement. Parce que j'ai déployé avec, je le vois pas. Ouais. Ouais, c'est ça. On a deux connecteurs. Donc, on voit bien qu'on a deux tunnels ici. On voit bien sur le stream, ouais. Et donc, ce qui est intéressant, on a un tunnel au sens AWS, mais on a deux points de sortie de notre cluster cube vers AWS. Sortie et entrée, ouais. Oui, c'est ça. Bah, les deux. En soi, on a deux points de notre cube qui vont vers AWS. Et AWS, ils ont leur entry point qui est monstrueux, mais qui peut rediriger vers l'un ou l'autre. Non, c'est ça. En fait, c'est ce que je te parlais du load balancer tout à l'heure. Tu as vu qu'on a... Pas crever. En fait, là, tu as deux connecteurs et on a chacun, c'est un pod. Les deux pods qu'on a vus, donc chacun c'en est un. Et donc, c'est ce qui fait la redondance, ce qui fait le load balancer que j'expliquais tout à l'heure. Que côté Cloudflare, si tu bootes deux tunnels, bah, tu as déjà un load balancer en fait qui fait la charge. Donc, ce qui est intéressant aussi, en plus du service que lui, il fait du load balancing sur ses pods avec les labels. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se connecter à un connecteur et on peut, par exemple, si tu as besoin des logs, tu peux faire du log stream et donc voir tous les logs qui se passent. Donc, c'est intéressant, par exemple, pour les SSH. Si tu veux faire de l'audit des commandes SSH qui sont tapées dans tes clusters, par exemple, dans tes pods qui vont gérer les bases de données. Donc, les devs ou les SRE qui vont taper des commandes sur les bases de données, bah, tu peux directement faire tu peux avoir ces logs-là pour monitorer ce genre de choses.
Ou si tu as un bug, tu n'arrives pas à te connecter à ton tunnel, généralement, tu vas avoir des logs ici qui vont te permettre de t'aider pourquoi tu n'arrives pas à te connecter. Hmm. Donc voilà, donc ça c'est la partie J'ai vu que c'était des tunnel. live logs, mais tous les accès, toutes les authentes, accepter, refuser sont de toute façon consignés dans le système de log central général. Ouais. Tu peux Le avoir un live, c'est log juste pour push pouvoir en vivre fait. du débugage rapide, facile, non? C'est ça, ouais. Chez Cloudflare, en fait, tu as toujours un sample pour le moment de log. Donc c'est compliqué des fois tu cherches des choses, bah tu vas pas les trouver exactement ce que tu cherches. Donc la bonne pratique c'est d'envoyer soit les métriques, soit des logs quelque part pour pouvoir retravailler derrière. Sur ça, si tu as un problème, tu as un incident, des choses comme ça. Tac. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à déployer nos deux applications HTTP Bin. Donc c'est simple, hein. Enfin je me suis pas cassé la tête, j'ai pris le fichier qui nous donnait directement dans la doc pour déployer du HTTP Bin. Et donc je l'ai fait, que ça m'a booté, donc comme je disais, le service sur le port 8000 avec le nom HTTP, avec le sélecteur app HTTP Bin, et voilà. Donc l'application est ton second icône, elle écoute en local, enfin sur son réseau à elle, sur le 8080. J'ai pas grand chose à expliquer sur l'application. Et la dernière, c'était N810. Tac, 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 tac. Le service. Donc pareil, on déploie un service. Pareil, j'ai De pris voir des la Luca doc. partout. Le fameux namespace Luca, évidemment, pour votre infrastructure, Euh, afin d'avoir tu sais, le moi, sacro-saint je sauveur suis... d'infrastructure. Je savais pas aucun maître, écoute, je me suis dit, allez, Lucas, c'est parti. Et donc, pareil, c'est un service banal qui écoute, qui s'appelle N8N et qui écoute sur le port 5, 6, 7, 8. Et après, un déploiement. Compliqué Donc, les ça, c'est chiffres. dans la doc. Ouais, c'était sport est compliqué quand même. Et là, bah, la doc N810 donne aussi, c'est pareil, tout ça. Donc, easy à booter avec, bien sûr, la base de données. Qu'on n'a pas créé de tunnel vers la base de données, j'avoue. On aurait pu pour faire Hmm, du. pas eu besoin, à moins qu'on ait besoin de faire. Ouais, c'est interfacé Non, en pas direct, besoin. mais dans ce cas-là, on peut toujours faire un port forward de la cube, par exemple, Bien sûr. qui fait le café. Voilà. Et donc, tout ça, bah, ça a déployé tout ce qu'on a ici. Et bah, je te donne la main, Lucas, pour montrer des interfaces. Vas-y, ça peut se faire. Ah oui, je veux juste revenir à un truc. Là où on a suivi Ouais. la doc de base Nathan, on n'a pas fait la partie hardening, donc on sait qu'on a des secrets qui sont weak. Est-ce qu'on a peur? Non, on n'en a pas grand chose à faire parce que on a une appli qui est exposée à littéralement 2 personnes. Bon, en vrai, défense en profondeur, si c'était un système de prod, bien sûr, laissez pas les crêtes par défaut, ce serait fâcheux. Ceux qui, Non, ceux qui sachent si vous sauront. faites un Terraform comme ça, et vous allez mettre en prod, des choses comme ça, faites l'effort d'aller chercher votre secret quelque part. Même aujourd'hui, Si, il va si je se ne me passer trompe des pas, choses. OnePassword, ils ont des API, Keeper, enfin, ils ont tous des API maintenant que vous pourrez stocker vos mots de passe dans ce genre de secret manager et aller les chercher directement là-dedans, en fait, pendant le déploiement. Yup. Donc, c'est juste là que être un peu feignasse, voilà Je te quoi. repique le screen share. J'arrête. Tu es Ouais. libre. Du coup, on a dit quoi? On a dit qu'il nous avait déployé quoi? Un HTTP bin et un Nathan. Chouette. Vous allez vous dire, mais oui, mais super, mais le HTTP bin, Lalu, s'il n'est pas exposé, il HTTP bin rien du tout. C'est vrai. On s'est fait la remarque après coup, mais en vrai, il y a quand même une utilité, vous allez voir pourquoi. Petit 1, déjà, on pourrait avoir le HTTP bin côté regarder ce qui arrive et choper les logs qui, lui, soient protégés, et avoir quand même un endpoint public qui lui permette de récupérer les requêtes de l'externe sans autente, et qui, du coup, lui, a un espèce de groupe qui allo all, par exemple. Je mets un petit mute du clavier si tu peux pardon. Ah oui, c'est moi, oui. Ou alors, faut que je te baisse un peu de mon côté, sinon je vais mourir. Non, mais je vais me battre dans le chat. Vas-y, fight. Donc HTTP bin, on a dit qu'on avait ça, mais qu'il y a un truc qu'on voulait vous montrer, c'est la partie... l'un des trucs qu'on voulait montrer. On va faire un petit get vers notre host, donc de nous vers nous-mêmes, et on voit qu'on a en response body ces choses-là. Le get est là pour reflect un peu ce qui se mange dans la tête, et donc bien sûr il y a les coquilles Cloudflare pour dire qu'on a passé les checks, qu'on est validé, mais il y a mieux que ça. Il y a un Safe Access JWT Assertion, ou GWWT, comme disent les sachants. Et du coup, si on prend ce token,
dans le jeu Wowet, on voit quoi? On voit que super, on a un algo avec un KID, avec un système où on a déjà de la gestion d'utilisateurs. Est-ce que pour autant, j'ai pas vérifié, par exemple, si j'avais un LookAJC +1 ou +2 pour avoir des alias par email, si c'était vu en tant que le même email source côté Cloudflare, je pense honnêtement que c'est un exact match de ce qu'on a mis dans notre config, mais à vérifier. Mais ça veut dire quand même qu'on peut utiliser le Cloudflare en frontal en tant que système d'attente pour notre appli. Donc bien sûr, là on parle de système d'accès en interne, on parle de limite d'utilisateurs gratuits de 50, donc on n'allait pas faire un site avec une croissance exponentielle en vous disant ouais on va se baser sur Cloudflare pour l'attente, faites du AWS Cognito, faites n'importe quoi d'autre mais pas ça. En revanche, c'est quand même super cool que ça existe parce que pour votre petit back-end à 10 utilisateurs, pour une boîte qui se lance ou autre, ben vous avez déjà un système d'unicité de l'email que vous pouvez utiliser derrière pour votre déploiement. Donc ça fait la protection plus une passe de authentification et par contre l'autorisation, vous l'avez à un premier niveau de est-ce que j'ai le droit ou non d'accéder à l'appli, est-ce que j'ai le droit ou non d'accéder à certains passes, donc PATH au sens HTTP, hein. Est-ce que j'ai le droit d'accéder à /user oui, à /admin non, ça se paramètre très bien côté Cloudflare. En revanche, pour quelque chose de plus granulaire sur /edit-user, pour savoir si vous avez le droit de vous passer vous-même en admin, il y a quand même du code applicatif qui peut se baser sur ce token pour dire tiens, mon admin c'est censé être que l'un de ces 3 emails, donc je refuse. Donc assez chouette pour le côté passe-plat. Et ensuite on avait un A10 et on voulait, c'est un peu gamin, mais on voulait déployer quelque chose d'un petit peu graphique pour que ce soit joli et que ça fasse une belle démo. Et donc si on va dans template, que dans template on dit super, Discord mème, pensez à Kellyannon qui nous fait les meilleurs mèmes depuis la création du channel. Use template, import template dans Nathan la LUTV, pif paf fouf, ça marche de manière automagique. On va clean un petit peu parce qu'on veut juste un bout de workflow et pas un truc full. On a un cron, on a Discord et on va juste reprendre au sein de Discord. Je vais vous proposer mon meilleur système de. Alors, peut-être je vais quand même l'ouvrir à côté et le ramener après, plutôt que de l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Alors, à prendre dans le château et. Je trouve le bon truc. Allez, callback. Je vous propose un channel Discord de test que voilà. On va l'escaler en 3, en 3. Dans notre channel de test, nous voulons avoir une partie server settings dans intégration. Potentiellement, c'est là où je leak tous mes webhooks. Non, c'est bien fait. Et on a dit qu'on voulait, par exemple, je sais pas lequel je vais utiliser. Allez, Reactibot, c'est pas grave. Hop. On fait ça. On va aller modifier le webhook Discord. On a un bout de content qui dit Yo, I'm streaming. Test step et plaf. Reacti-order, donc c'est mon bot pour les commandes de thé à la maison, donc ça change pas grand chose, mais on a ça. Et de mémoire, si avant qu'on change, il y avait un petit mème de type sympathique, test step et it's working. Donc ça marche bien. Et donc là, on a fait un système de cron qui pourrait le faire toutes les minutes, on pourrait le déployer. C'est bon, vous avez un système de no code pour faire du cron, pour faire un système qui mange des requêtes, qui fait des traitements simples et qui les renvoie ailleurs. Vous êtes sécurisé, vous avez une infra cube on a dit 250-300 lignes maximum et ça fait le café. Vous n'avez pas grand chose à mettre à jour parce que juste un petit coup de bump de module de temps en temps, ça se fait. Et il y a des outils qui font ça très bien pour vous, même vous n'avez pas besoin de vous embêter à le faire. Et voilà, on save, on le cale en active, activated, et là normalement, une fois de temps en temps, on peut le trigger et on va recevoir des mèmes et on sera heureux. On sera heureux. Ta-da! Yeah! Et on va les activer histoire que je me fasse pas spammer pendant que je discute avec vous. Que l'on discute avec vous. Alors, petite check des questions-réponses et lancer des KTF. Pourquoi pas le travail en heure ouvrable? Ok, vous êtes vraiment... C'est parti un peu en réglage de compte, oui. Très bien, très bien. Bon, si vous voyez le chat, dites-vous que si vous êtes sur une journée normale de taf à mano mano, vous avez ces personnes qui argumentent les unes contre les autres pour des raisons tout à fait légitimes.
est tout à fait pertinente, mais c'est drôle. C'est bien sympa quand même. C'est bien sympa quand Ouais, il même. y a quelqu'un qui veut parler du thé. Tu vas me parler du thé? Nice. Jusqu'à 118 chez moi aussi. El Famoso. Le best code. Famoso. Donc voilà, on a un petit système. Et par contre, comme d'hab, faites bien gaffe à ce que vous faites. Là, on a un système où on a déployé un A10. Donc on step un cran au-dessus. On est dans une infra cloud. On propose de déployer un A10 et de le mettre à disposition d'utilisateurs légitimes. Un A10 peut faire des requêtes HTTP. Un A10 peut aller exécuter des commandes. Donc, un utilisateur ayant accès à ça partait du principe qu'il a un shell dans votre infra, point barre, ou au moins la possibilité d'avoir de l'émission de la réception de requêtes. Donc, de parler aux endpoints classiques de metadata, AWS, GCP ou autre. Donc, ce service utile, fonctionnel, peut, pour les utilisateurs qui y ont accès, être littéralement un point d'entrée pour aller commencer à pivoter et faire la misère à vos ressources en interne. D'où l'intérêt de ne pas mettre un pauvre admin en termes de credentials, wink again, pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà. Et je dis ça marche pour tout. Ça marche pour un A10, ça marche pour un OpenSearch, ça marche pour un ClickHouse, ça marche pour un tas de choses finalement. Voilà pour la partie démo, en vrai, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait... On a dit qu'on enchaînait sur quoi? On a dit qu'on avait notre superbe démo. Ah oui, bah oui. Bah, du coup, c'est à moi de reprendre la main. Je regarde un petit peu... Nain. Ça se prononce en effet Nathan, à ma connaissance. N8N. Prononcia. Ouais, il a raison, Luca. Il a raison comment ça se prononce. Et moi, je suis juste un blédard et je prononce à Je la me demande française. si Elie me corrigeait pas moi. Ah, je pense que c'est moi. Je sais Ça se pas. prononce pas Nain. Non, c'est toi, t'as dit Nain putain. Je sais pas. Enfin, bonne chance. Ou whatever. Whatever. C'est pas une correction. Ok, next. Traçons. On a dit que la suite, maintenant qu'on a vu plein d'usages défensifs, moi il y a quand même un truc qui m'intéresse, c'est l'usage offensif. De base je cherchais à faire un peu ce qu'on fait avec ngrok. Donc je vais montrer en bref, sans faire la démo. ngrok, ils ont pas mal grossi dernièrement, mais ce qu'ils proposent de base, c'est de faire des tunnels TCP, où en gros, on va dire ce qui arrive chez toto.ngrok.com sur le port 80, ou sur le port 2K68, ramène-le sur ma loopback sur le port 8000. Et du coup, on peut avoir un netcat en listen, faire en sorte que la machine qu'on attaque aille vers ngrok, ngrok redirige, forward, vers chez nous, vu qu'on a déjà établi le lien, et nous, on récupère la connexion, on fait nos commandes, on fait nos méfaits, et la vie est belle. Cependant, pour le coup, Cloudflare ne propose pas de faire ça en fritière. Oh, sauf que ngrok fait ça, a priori, quand ça va vers ngrok et que ça vient vers chez nous, c'est non chiffré. En tout cas, pas à ma connaissance. Et du coup, là, on va voir un équivalent, qui n'est pas exactement pareil, parce que c'est pas du raw TCP. En revanche, c'est mieux. C'est mieux, donc on va faire la chose suivante. On va créer... Ouais. Donc en tant qu'attaqueur, on va faire Cloudflare tunnel login. Donc je pense que je vais demander de lister et je vais wipe ce qu'on avait. Tunnel list. Normalement, on a un tunnel EKS, donc c'est pas le mien. Donc on va login. On va peut-être RM cette chose-là, histoire de faire comme si on était un attaquant fraîchement équipé. Ouais, il fait quelque chose. Do something. Alors, on autorise notre site current. Donc là, en gros, je réattache ma machine à Cloudflare. Et c'est cette étape-là qui fait que j'avais créé plein de tunnels, donc on pourrait le faire en Terraform un peu plus propre. Success. Cool. Donc là, maintenant, on est accroché. Maintenant, on peut dire on va créer un tunnel one-shot. Et vous allez voir que ça va littéralement être un one-shot. Qui va rediriger en interne vers 127.0.0.1.8000. Donc bien sûr, on va peut-être se mettre un petit RL wrapper. Donc readline wrapper. Ce qu'on fait là, c'est qu'on se met en écoute en 127.0.0.1.8000 dans le but de recevoir prochainement la connexion d'une victime. Oh, victime. On a... Je suis désolé. T'as pas de respect. J'ai pas de respect, je rigolais propre blague, vraiment sans vergogne.
On va supposer pour la démo qu'il y a wget à l'intérieur, mais de toute façon, vous connaissez, s'il n'y a pas wget, il y a curl, s'il n'y a pas curl, il y a devtcp et on fait un truc un peu à l'arrache avec des redirections de flux. S'il n'y a pas ça, il y a bien un Python ou un Perl qui trouve pour aller récupérer le binaire Cloudflare. Et donc là, vous la connaissez, cette petite ligne-là qui dit oui, fais un RM TMPF, MK-FIFO, 4 quelque chose, SH, redirection de flux. Normalement, là, il y a un netcat à la place de ça. AKA, c'est en quoi, c'est revshell.com. N'utilisez pas ça pour faire vos shells de pentest parce que vous dites où sont vos C2. En revanche, c'est pratique de voir quand même le petit côté soit devtcp, soit la NC et FIFO. Donc j'ai littéralement repris la ligne de Revershell plain text connu classico qui marche bien et j'ai ajouté un petit Cloudflare D à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir popper un Revershell qui va revenir par chez nous via Cloudflare D, qui lui fait du trafic chiffré dans un espèce de WebSocket à ma connaissance. Donc on va pouvoir dire coucou toi, on va dans notre Docker, qui est notre victime, imaginez un pod en prod, ou par exemple, je sais qu'on aurait pu faire ça avec le Nighten, mais bon, c'est M-infra, ça fait bizarre comme démo. Dites-vous que c'est une machine à part, là c'est juste un Docker, on fait ça, et plif plaf plouf, ça télécharge Cloudflare, ça le chmod, ça revient à droite, et ID, ls, on est bien. Et là où c'est sympa, c'est que si on demande de faire un petit coup de TCP dump sur le port 443, donc là je suis en train de streamer, donc c'est peut-être qu'on aura moins de logs que pendant la démo. On a ça, et on va faire ça à gauche. Donc en bas à droite, vous avez le trafic qui est chiffré. La théorie voudrait que. On va faire ça beau. Et en bas à gauche, vous avez le trafic qui est de localhost à localhost, donc qui sera en plain text. Et du coup, sur la machine qu'on vient de péter, si on demande de générer du trafic, donc on va juste faire un while true date, on va voir que à gauche, là, on a bien les dates qui passent en clair, qu'on va voir de temps en temps, qu'on a vu une fois, et je me suis craqué dans le for, je pense. For i in 1, do echo i, date, sleep 1, MDR. Il fait pas l'effort. Docker, il fait pas l'effort. Bash-yel peut-être, yes. Et donc si on refait littéralement la même chose, allez bash, c'est mieux. On voit en bas à gauche qu'on a bien notre petite date qui pop à intervalles réguliers. En revanche, de ce côté-là, si on essaie de remonter et qu'on fait CTRL-S, on cherche quoi, MDR? On cherche 2024, S 2024. Donc on a les timestamps des logs, en revanche on n'a rien qui match notre format de date. C'est-à-dire on n'a que 2 matchs alors qu'on a fait 20 fois blaster des choses. Donc voilà, on voit que ça passe en chiffré ou à minima en WebSocket équivalent HTTPS, on n'est pas en plain text. Et le monde est beau. Et le monde est beau finalement. Et bien sûr on close notre Revershell, on est content, méfait accompli, on kill notre Docker. Et on close notre tunnel, on a fait nos méfaits, on a fait nos Revershell, on peut aller delete one shot, on peut aller unroll notre machine du Cloudflare tunnel login qu'on a fait tout à l'heure. Et on se rappelle que vu qu'on n'a pas terraformé ça, il faut aller faire le petit coup de clean-up final côté Cloudflare. On a fait nos Revershell, protégé tout ça, mais on a toujours le domaine de notre attaque qui est présent. Donc si on retourne côté la LUTV, et qu'on retourne côté DNS Records, on a notre one-shot qui a été créé et qui n'a pas été déprévisionné. Et malheureusement, on peut RM un tunnel via le CLI FlareCTL. C'était quoi? Ou un Cloudflare D, les deux. Cloudflare D, ouais. Mais on peut pas, à ma connaissance, des lettres de CNAME. Donc c'est relou, donc vous pourriez regarder les logs pour regarder ce que vous avez fait et du coup demander de undo ces choses-là, ou en tout cas les faire à la main, les undo. C'est un peu relou. Faites un petit bout de toolkit, apprenez CDKTF, c'est l'occasion, et vous allez vous régaler. Et voilà, on retourne à notre état relativement clean, et à supposer qu'on ait vraiment fait trop de garbage parce qu'on a un script qui avait foiré, c'est pas bien grave, parce qu'on pourrait RMRF le compte, remettre un coup de Terraform deploy, et se retrouver comme au day one avec notre infra shiny, luisante et toute belle.
Donc je pense que ça, c'est pas trop connu. Il y a quand même un truc que ça veut dire. C'est que là, on a fait un tunnel et qu'on ne lui a pas mis d'application. On a juste fait un tunnel. Et du coup, on a pu y accéder, enfin, notre victime, quand on l'a poon en faisant notre reverse shell, on a fait Cloudflare D, Access TCP, et on a demandé un hostname qui existe. C'est tout. Et ça nous a routé vers un truc en interne. Ce qui veut dire que quelqu'un utilisant Cloudflare, s'il déploie leur appli puis leur tunnel, c'est safe. S'ils déploient leur tunnel et leur appli, il y a un petit laps de temps pendant lequel il y a moyen d'aller taper l'appli, enfin taper l'IP routé en interne sans qu'il y ait d'autant ou d'access group qui ait été fait. Donc il y a vraiment de la misconfig possible. Et à supposer qu'on crée des tunnels, qu'on crée des applis, et qu'on se dise un jour, ah bah tiens, telle appli ne sert plus et qu'on la supprime, le tunnel reste. On n'a pas supprimé le tunnel, on n'a pas Terraform Destroy ou STKTF Destroy, donc on peut encore, en faisant de l'énumération de sous-domaines d'une grosse boîte, aller essayer de se connecter, donc faire Cloudflare Access ou Cloudflare Curl ou Cloudflare ce que vous voulez, ou littéralement le même type de tout ce qui rentre dans cette socket Unix ou TCP, je la renvoie dans Cloudflare Access, pensez à Socket avec des forks, des choses comme ça, et ben ça permet d'aller directement chez les gens que vous voulez target en bug bounty, et ce, sans qu'ils en aient vraiment connaissance. Il y a un tunnel, il y a des logs, mais de toute façon, il ne va plus forcément l'utiliser. Est-ce que c'est une configuration fréquente? J'en ai aucune idée. Vraiment, j'ai pas encore spray ça en bug bounty. Si vous le faites, amusez-vous et sponsorisez le stream MDR. Et surtout, régalez-vous et faites-nous un petit retex. Voilà pour la partie reverse shell chiffrée. Alors, par contre, je n'y travaille en ouvrable. Ça se prononce pas Naïnien. On avait vu. Joli. Thanks. Fun fact, on a checké ça chez Mano et on a un problème de bounty. Nous ne sommes pas vulnérables. Est-ce qu'on savait que ça pouvait être un problème avant que je le teste? Enfin, moi pas, je sais pas toi. Si, je m'étais rendu compte quand j'avais fait mon POC sur mes machines que tu pouvais créer un tunnel. Là, ils ont mis une option. Ils ont rajouté une option que quand tu crées ton tunnel, tu sais, quand tu mets tes public routes, ce que tu n'as pas voulu ouvrir, en bas, tu veux dire attachement à telle application. Ouais. Donc, de ce que j'ai compris, si tu veux delete l'application, on va dire non parce qu'elle est attachée à un tunnel, donc tu pourras pas. Ouais, mais ça devrait être un default. Pour une boîte Internet Sécu, ça devrait être par défaut. C'est exactement ça. En fait, la problématique, c'est que disons que tu as quelqu'un qui fait du ménage sur les applications mais pas sur les tunnels. Donc, il supprime les applications. Si le tunnel n'est pas lié à une application, en fait, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle supprime tout simplement tous les policies d'access et donc elle laisse ouvert un tunnel à n'importe qui a le domaine. Et c'est là où est le danger, tu vois. Ouais, et donc, mais ils vont faire un change un jour pour dire maintenant on n'a plus le droit de supprimer ça sans supprimer l'application associée. Et il y a tout le monde qui va dire oui, je comprends plus, je peux plus supprimer mes ressources. Mais en fait, il y a aussi le truc, c'est que si toi tu as envie de faire un tunnel sans authentification, tu as le droit aussi, tu vois. Parce que par exemple, tu peux mettre en place. Tu check la box qui dit je veux faire ça sans authent et. Voilà, clairement, il faut ça. Il faut un système de sécurité derrière. C'est pas une ceinture, parce que là... Là, est-ce que c'était arrivé? Non, j'ai pas encore vu ça, même chez les clients où ils avaient un peu mis du Zero Trust, j'ai pas vu ça. Tant mieux, mais pour le coup, j'avoue que je voulais, par choix, faire clic-clic dans l'interface pour voir si c'était relativement intuitif, et ça l'est, ça se fait. Il y a 2-3 trucs au début, mais j'ai pas regardé la doc, donc je sais même pas dire si dans la doc ils disent de manière un peu claire faites gaffe à ça. Je checker à l'occasion. Non? T'as même l'histoire des includes en fait. Si tu mets 2 includes, c'est des ou. Et donc par exemple, si tu dis je veux que la personne ait warp et l'adresse mail soit ça, donc si la personne a warp, t'as pas besoin d'avoir l'adresse mail. C'est bon, j'ai warp. Et tu passes. Et ça par contre, ça j'en ai vu. Ok, ouais, ça. Ce genre de misconfig, ça j'en ai vu. Ouais. Faudrait qu'on fasse. Faut pas desservir à l'image de la boîte non plus, encore plus. Non. Un petit coucou. En revanche, c'est vrai qu'avoir une espèce de guide de toutes les misconfigurations classiques pour qu'une boîte puisse se faire sa petite checklist et dire on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, ce serait. Pourrait être pas mal. C'est des choses prévues. On y pense. Coquelicot toujours là. GG, parce que je sais que c'était un peu dense quand on n'est pas déjà vraiment passionné.
Zor qui dit côté victime, l'access TCP est sans authentification. Oui, mais c'est pas un access TCP justement, à moins que j'ai fait pas le bon TCP, e-port. Et non, là on a précisé le port, mais on n'a pas précisé le proto. Et je me demande si c'est pas un bail. Ouais, faudrait que je regarde, je sais plus si c'est de la WebSocket ou si c'est. Ouais, je l'ai plus, faudrait vérifier. Tu sais Cloudflare D en quoi il sort? C'est-à-dire quoi il sort? En termes de proto, quand lui il va se connecter à Cloudflare. J'aurais dit du TCP, moi. Pour moi, c'est de Mais la je peux WebSocket. pas. Mais... Ah ouais? En tout cas, c'est pas juste une pure socket TCP. Il y a clairement de l'encapsulation et du chiffrement. Ah non, bah, c'est du TCP chiffré et tout ça, bien sûr. Alors, Cloudflare D connects to Cloudflare Global Network on port machin, to Cloudflare Tunnel, Firewall, Must Alolin, via EDP using the Quick Protocol. Hors TCP si c'est HTTP2. Donc vraiment, je pense que tu as un mix de TCP dans HTTP2 pour WebSocket ou UDP et Quick, donc HTTP3, depending la config, la version et autres. En vrai, dumper le réseau, grepper, est-ce qu'il y a des choses qui sortent en clair? Non. Voilà, bon j'avoue, ça pourrait être Quick. Ah, Tobia, t'es là, j'espère que tu penses qu'on a... Enfin, que tu verras, que tu trouveras qu'on a fait honneur un petit peu à tout ce que tu nous as appris avec le temps. 884, nice. Et bonsoir, Knou 21. Welcome. Je pense qu'on a... Tu veux nous montrer ton petit Terraform Destroy et qu'on repasse sur le dashboard à la fin? Voir tu le lances et on commence la partie veille techno qui sera assez courte. Il y a 2-3 trucs sympas, mais vous verrez, ce sera assez court. C'est ça. Tu me dis quand t'es bon. Je peux broadcaster ton écran? Ouais, tu peux. Eh bien, plif, plouf. Oh là, bah là, on est dans le dossier Cloudflare. Donc, c'est là où je vous expliquais, on crée les tunnels, tout ça. Donc là, on va faire le destroy. Donc, j'ai bien mis les bonnes variables d'environnement. Et fait des démo. Donc là, ce qu'il va faire Terraform, c'est qu'il va prendre tout le TF-state, il va lister les ressources qu'il a, ce qu'il doit détruire. Il va nous faire une petite synthèse à la fin de dire, bon, ça c'est ce que je vais delete, est-ce que tu es sûr? On va devoir prouver. Attends, en vrai, je peux faire un truc sympa. Avant que tu approuves, je vais partager mon écran en même temps. Ce sera un peu petit, je pense, mais en vrai, c'est marrant. On verra les ressources se faire clean aussi. On a dit qu'on voulait. Côté DNS, par exemple, j'ai les records. Vas-y. Zoom un peu, si tu peux, dans ton terme. Ouais, c'est beau. On sent la technologie. Ah, c'est bon? Feu. Donc là, comme il nous dit, enfin, je passe vite, désolé, mais les ressources qu'il va destroy. Donc tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'on a créé. Andrés, destroyer des univers. Ah, moi, j'aime bien casser, moi. Donc là, si toi, tu rafraîchis dans ton côté. That was fast. Je pensais que ce serait plus lent. On a connu des apply et destroy qui étaient nettement plus longs. Hein. Genre le EKS, il met... Ouais, voilà, c'est clean. Le EKS, il met clairement pas aussi... Bah, aussi sur la partie Zero Trust, qui est plus intéressante aussi, tu vois. Sur le côté web. Bah, attends, je vais aller. Vas-y, je remets juste ton écran, le mien, ça y est. C'est bon, c'est propre. Fin de démo, c'était efficace. Vas-y, je me suis tège, il y a ton écran grand. Il y a le tunnel qui existe toujours parce qu'on l'a laissé connecté. Access. Donc dans application, bon, on n'a plus rien, on peut qu'en créer. Et là, il nous dit que voilà, ça rafraîchit, le tunnel n'y est plus. Donc tout est clean côté Cloudflare. Là, il faut qu'on clean plutôt la partie EKS. Donc à peu près avec la même commande et ça va détruire toutes les ressources.
Donc là, pareil, toutes les ressources sont listées et ils nous disent qu'il va les détruire. Donc voilà, on y va. Est-ce que c'est pas du reverse shell avec des extra steps? C'est complètement du reverse shell avec des extra steps. C'est littéralement un reverse shell, mais en chiffré, en fait. Et il y a un avantage qui est vraiment pas dégueulasse, je réponds du coup à Vadrine, c'est que, petit 1, c'est chiffré, et petit 2, le binaire qu'on utilise, il est à jour tout le temps, disponible dans... J'ai remontré, mais c'est indécent. C'est pour du ARM, pour du MIPS, pour du Windows, pour tout ce que vous voulez. Genre, il n'y a pas de « Ah, il faut que je cross-compile un Net4 ». Il y a déjà Cloudflare qui est pré-compilé, signé avec Gorillis pour toutes les versions des OS que vous pourrez pwn dans votre vie et bien plus encore, à disposition, téléchargeable via GitHub, qui de toute façon est whitelisté de la quasi-totalité des infras parce que les gens, ils ont besoin de ça pour faire leur GoGet, leur wget, leur récupération d'images, de que sais-je. Donc en gros, on bénéficie de GitHub pour hoster notre binary payload stager, appelez comme vous voulez. Notre commande qui pourrait se faire loguer, mais on peut faire des commandes qui ont l'air presque légitimes. Et derrière, on n'a pas de binaire à déposer autre que celui de Cloudflare qui est, je ne sais même pas s'il est signé, mais en tout cas, il est fait proprement. Et vu que c'est une solution de sécurité, il y a peu de chances que Cloudflare D soit bloqué au sein d'un parc parce que tout le monde l'utilise pour faire du zero trust. Donc nous, attaquants éthiques, c'est trop cool de pouvoir utiliser un binaire qui a tous les accords du monde pour faire nos engagements, tout en étant sûr de ne pas exposer plus que nécessaire les boîtes qu'on teste. Ça permet de faire les choses proprement. Et c'est littéralement un reverse shell, mais chiffré. Ouais. Et si je ne me trompe pas, Cloudflare D passe par l'infra de Cloudflare, donc les épées de Cloudflare, que généralement il gère 20% d'Internet aujourd'hui, voire un peu plus. 30. Kind of. Ouais, donc si une boîte elle a fait tout le filtrage réseau vraiment, tant mieux pour elle, hein, mais avoir réussi à bloquer Cloudflare. T'imagines, tu te fais chier à faire un système de détection de hash et tout, des fichiers malveillants, des tokens, des mimikats, des metteurs-prêteurs. Tu bloques tous les domaines des C2, des ATP, de tous les connards. Et t'as un mec qui fait oui, alors moi je vais utiliser Cloudflare D et GitHub. Why C'est ça. Et comment je blacklist ça? Cloudflare D, ça tombe bien sur un routeur microtique. Voilà, prochain point one, moi je dis reverse shell avec Cloudflare D. Ouais. Ce serait un beau jeu. Bloquer le port Cloudflare tunnel, c'est sur ma to-do pour demain. C'est trop tard, j'ai déjà accès à tes pods, cher Zé. C'est trop tard. Désolé du coup si c'était pas très clair. J'avoue que c'est des notions qui, côté offensif, on utilise vraiment tout le temps, donc un shell, un reverse shell, un machin, voilà. Mais c'est vrai que ça... J'ai du mal à ralentir, sorry. Hyperactif. Ça prend du temps, le destroy de lequel ça prend du temps, c'est comme le faire. Donc si tu veux, on peut switcher sur autre chose. Vas-y, je te repique le screen share. Vas-y. Oh là, ça a coupé en brutal. Vas-y, j'ai récupéré. Désolé. T'inquiète. C'est plus histoire de mettre un bon gros flash blanc à la tête de nos chers viewers. Mais vu que je viens d'ouvrir un Google Doc qui a fait littéralement pareil, je n'ai aucune légitimité à critiquer. Je les ai préparés simplement. C'est ça. Et vu qu'on ouvre des articles Cloudflare, ça fait encore pareil. Alors, ça parle quoi? Ça parle de... Ça m'a régalé parce qu'on en profite pour couvrir un petit peu ce qu'ils font. Ça